Patrick reprend difficilement conscience de ce qui les entoure, tandis que Babette lutte contre une fatigue de plus en plus lourde. L'air semble manquer à chaque inspiration, et le silence qui les enveloppe devient presque aussi inquiétant que le danger lui-même. Attachés, enfermés, ils comprennent très vite que leur situation n'a rien d'un simple avertissement. Babette sent ses forces diminuer, mais Patrick refuse de la laisser céder. Il l'encourage à se concentrer sur ses liens, à ne pas penser à la peur qui serre sa poitrine. Chaque geste devient pénible, chaque seconde semble s'étirer. Pourtant, tous deux savent qu'ils n'ont qu'une seule chance, se libérer avant que l'atmosphère ne devienne totalement irrespirable. À force d'efforts, Babette parvient enfin à desserrer ses attaches. Patrick fait de même, avec une difficulté croissante. Cette petite victoire leur donne un instant d'espoir, mais celui-ci disparaît presque aussitôt lorsqu'ils découvrent que toutes les issues ont été condamnées. Portes et accès sont bloqués, comme si quelqu'un avait minutieusement prévu de ne leur laisser aucune possibilité de fuite. Le piège apparaît alors dans toute sa cruauté. Patrick inspecte les lieux à la recherche d'une faiblesse, d'un passage, d'une solution improvisée. Babette, elle, tente de maîtriser son souffle. Plus elle sent son corps s'affaiblir, plus elle comprend que leur ennemi n'a pas voulu seulement les retenir. Tout a été organisé pour que le temps travaille directement contre eux. C'est alors que le détecteur se déclenche. Le signal confirme ce qu'il redoutait déjà. Le gaz représente désormais une menace immédiate. Patrick ne perd pas de temps. Puisqu'ils ne peuvent pas sortir, il faut essayer de ralentir le processus. Avec Babette, il cherche à couper l'arrivée du gaz afin de gagner quelques précieuses minutes supplémentaires. Babette s'accroche à cette idée parce qu'elle n'a rien d'autre. Sa faiblesse devient pourtant de plus en plus visible. Patrick lui demande de rester concentré, de ne pas se laisser emporter par la panique. Dans un endroit fermé où chaque respiration peut les rapprocher du point de rupture, leur seul véritable moyen de résister reste cette volonté obstinée de tenir encore. Pendant ce temps, Franck et Sonia poursuivent leurs recherches avec une urgence qu'ils ne peuvent plus dissimuler. Ils savent que Patrick et Babette se trouvent dans une situation extrêmement dangereuse. Le moindre retard peut avoir des conséquences irréversibles. Lorsqu'ils arrivent enfin devant les accès condamnés, ils comprennent qu'il n'est plus question d'attendre une procédure ou une autorisation. Franck et Sonia passent immédiatement à l'action. Les portes résistent, mais ils les défoncent avec toute la force dont ils disposent. Derrière ces obstacles se trouvent deux vies suspendues à quelques minutes, peut-être à quelques secondes. Leur intervention prend alors la forme d'une véritable course contre le temps, brutale, instinctive, débarrassée de toute hésitation inutile. Lorsque les accès cèdent enfin, Patrick et Babette sont retrouvés juste à temps. Tous deux ont réussi à tenir suffisamment longtemps pour permettre cette intervention in extremis. Le danger de l'asphyxie est écarté, mais le soulagement reste fragile. Cette épreuve vient surtout confirmer jusqu'où ceux qui les poursuivent sont prêts à aller pour protéger leurs intérêts. Babette reprend peu à peu ses esprits, encore marqués par la sensation d'avoir été enfermés dans un piège sans sortie. Patrick, lui, comprend immédiatement que leur survie ne clôt rien. Au contraire, elle ouvre une nouvelle phase de l'affaire. Quelqu'un a su anticiper leurs mouvements, verrouiller les accès et construire une situation destinée à les éliminer sans leur laisser de véritable échappatoire. Dans le même temps, Sonia et Franck font face à une autre réalité inquiétante. Leur hiérarchie les a lâchés. Cette absence de soutien, au moment même où la situation devient la plus dangereuse, ne peut plus être considérée comme un simple contretemps administratif. Elle nourrit une hypothèse beaucoup plus grave, capable de faire basculer toute l'enquête. Sonia et Franck commencent à soupçonner qu'un agent de la DGSE pourrait être complice de Tamara. Cette possibilité donne soudain un autre sens aux obstacles rencontrés, au manque d'appui et à la précision avec laquelle certaines actions semblent avoir été anticipées. S'ils ont raison, la menace ne se trouve plus seulement à l'extérieur du dispositif, elle pourrait exister au cœur même de celui-ci. Ce soupçon rend la recherche de Joël encore plus urgente. La jeune femme, considérée comme la mule, reste introuvable. Tant qu'ils ignorent où elle se trouve, Tamara conserve une longueur d'avance. Et si une personne appartenant au service aide effectivement cette dernière, chaque information transmise aux enquêteurs pourrait également devenir un risque, chaque mouvement pouvant être connu presque immédiatement. Patrick mesure lui aussi la portée de cette nouvelle piste. Il vient d'échapper à une mort lente avec Babette, et pourtant il n'a pas le luxe de se retirer. Derrière leur enfermement se dessine une organisation plus complexe que prévu. Désormais, il ne suffit plus de retrouver Tamara ou Joël, il faut comprendre qui protège qui et jusqu'où cette protection peut aller. Babette, malgré l'épuisement, reste liée à cette affaire. Elle vient pourtant d'en éprouver physiquement la violence.
Son corps lui rappelle encore le manque d'air, l'impossibilité de sortir et cette certitude terrible d'être enfermée pendant que le temps s'écoulait. Mais autour d'elle, l'urgence ne ralentit pas. Joël demeure en danger, et personne ne sait encore ce que Tamara prépare. À quelques kilomètres de cette tension, Morgan et Baptiste tentent de retrouver un semblant de normalité. Leur relation souffre moins d'un conflit ouvert que d'un manque de temps. Entre le travail de Morgan et les responsabilités de Baptiste auprès de Mathis, les occasions d'être simplement tous les deux deviennent rares, presque aussi difficiles à organiser qu'un rendez-vous volé au quotidien. Baptiste ressent ce besoin de respirer dans une vie entièrement rythmée par les obligations. Morgan, de son côté, doit composer avec un métier qui lui impose ses propres contraintes. Lorsqu'ils se retrouvent enfin, ils constatent combien il est devenu compliqué de réserver un moment seulement à leur couple. Rien de dramatique en apparence, mais cette frustration pèse silencieusement. Pendant que Patrick, Babette, Sonia et Franck avancent au cœur d'une menace invisible, Morgan ignore encore qu'elle sera bientôt ramenée brutalement vers cette affaire. Pour l'instant, elle cherche seulement à préserver quelques instants avec Baptiste. Mais à Marseille, les trajectoires se croisent rapidement, et ce fragile équilibre ne tardera pas à être bouleversé par les événements qui se préparent. Isaac, de son côté, se retrouve face à une situation qui paraît médicale mais qui porte déjà en elle une tension beaucoup plus trouble. Joël est devant lui, sous le regard attentif de Tamara. Officiellement, il ne s'agit que d'un examen destiné à obtenir une attestation permettant à la jeune femme de rentrer au Cameroun. Pourtant, quelque chose dans son état interpelle rapidement le médecin. En l'examinant, Isaac détecte une légère arythmie. Ce dérèglement cardiaque n'est pas suffisamment grave pour provoquer immédiatement une alerte majeure, mais il ne peut pas non plus l'ignorer. Il observe Joël, cherche à comprendre si cette irrégularité peut être liée à la pression qu'elle subit. Le stress apparaît comme une explication possible, mais la présence de Tamara rend l'atmosphère singulièrement pesante. Isaac doit alors prendre une décision. Rien, dans l'examen, ne lui permet de bloquer formellement le départ de Joël. Malgré ses interrogations, il finit donc par établir l'attestation demandée. Ce geste, apparemment administratif, va pourtant devenir essentiel dans la suite des événements, car il confirme que Joël doit pouvoir quitter Marseille très rapidement, avant que ceux qui la recherchent ne puissent intervenir. Tamara, quant à elle, ne laisse rien paraître. Son objectif reste clair, faire sortir Joël du pays. Chaque minute qui passe joue contre elle, surtout maintenant que Patrick, Babette, Sonia et Franck sont toujours en mouvement. L'examen médical n'est qu'une étape supplémentaire à franchir. Une fois l'attestation obtenue, elle peut continuer son plan en espérant conserver l'avance qu'elle possède encore. Dans le même temps, une situation beaucoup plus légère agite Zoé. En récupérant un colis dans le couloir, elle fait claquer la porte derrière elle. Le problème serait banal si Harry n'était pas resté seul à l'intérieur. Zoé réalise immédiatement qu'elle vient de se retrouver enfermée dehors, avec l'impossibilité de rentrer normalement chez elle. La nervosité monte rapidement. Zoé tente de trouver une solution, mais la porte reste obstinément fermée. Lucie arrive et comprend la situation. Elle réfléchit aussitôt à une possibilité. Les Bauer et les Neubou doivent peut-être posséder un double des clés. Cette idée donne un peu d'espoir à Zoé, qui cherche avant tout à retrouver l'accès à l'appartement. Finalement, Lucie trouve une manière de dépanner Zoé en lui donnant une radio. Grâce à cette aide improvisée, Zoé réussit à ouvrir la porte. La tension retombe immédiatement. Harry n'est plus inaccessible, et cette petite mésaventure prend une tournure presque comique après l'angoisse des premières secondes. Zoé, soulagée, n'oublie cependant pas le geste de Lucie. À quelques rues de là, Baptiste prend lui aussi une décision qui concerne l'autonomie d'un enfant. Il choisit d'autoriser Mathis à rentrer seul de l'école jusqu'au Mistral. Pour lui, il s'agit d'une étape normale vers davantage d'indépendance. Mathis grandit, et Baptiste estime qu'il peut désormais assumer ce trajet sans être constamment accompagné. Thomas ne partage pas du tout cet enthousiasme. À ses yeux, laisser Mathis rentrer seul comporte trop de risques. Il imagine aussitôt la possibilité d'une mauvaise rencontre ou d'un problème imprévu. Son inquiétude est spontanée, presque instinctive. Là où Baptiste voit une marque de confiance, Thomas voit surtout un enfant exposé inutilement aux dangers de la rue. Baptiste ne nie pas ses risques, mais sa décision répond aussi à une réalité plus personnelle. Donner un peu d'autonomie à Mathis lui permettrait de retrouver davantage d'espace dans son propre quotidien. Entre son rôle de père, ses obligations et sa relation avec Morgan, il ressent le besoin de ne pas organiser chaque minute de sa journée uniquement autour des contraintes familiales. Mathis, lui, ne s'embarrasse pas de ses réflexions d'adulte. Il est simplement ravi. Pouvoir rentrer tout seul lui donne le sentiment de franchir une étape importante.
Il pense immédiatement à son copain Lucas, qui bénéficie déjà de cette liberté. Pour Mathis, cette décision ressemble moins à une prise de risque qu'à une preuve qu'on lui fait enfin confiance. Cette petite victoire de Mathis contraste fortement avec ce qui se joue autour de Joël. Patrick et Babette, à peine remis du piège qui aurait pu leur coûter la vie, n'ont pas abandonné leur recherche. Ils savent que chaque indice peut désormais devenir décisif. Leur priorité reste de retrouver la jeune femme avant qu'elle ne disparaisse définitivement. Ils décident donc d'aller voir Isaac. Le médecin est l'une des dernières personnes à avoir croisé Joël, et il peut peut-être leur apporter un élément concret. Patrick et Babette arrivent avec une urgence évidente. Il ne s'agit plus seulement de comprendre ce qui s'est passé, ils doivent savoir où Joël se trouve et dans combien de temps elle risque de quitter Marseille. Isaac leur raconte alors son examen. Il explique que Joël devait obtenir une attestation médicale pour pouvoir rentrer au Cameroun. Mais surtout, il se souvient d'un détail qui, jusque-là, paraissait insignifiant. Joël a laissé derrière elle un stylo portant le nom d'un hôtel. Pour Patrick, ce simple objet devient immédiatement une piste à exploiter. Le raisonnement est rapide. Si le stylo appartient à l'hôtel où Joël est retenu ou hébergé, il dispose enfin d'un lieu précis. Isaac ajoute une information encore plus inquiétante. Joël doit prendre un vol dans la soirée. Le temps disponible se réduit brutalement. Patrick et Babette comprennent qu'ils n'ont probablement qu'une fenêtre extrêmement courte pour intervenir. Ils quittent donc Isaac sans perdre une seconde. Leur fatigue et ce qu'ils viennent de vivre passent au second plan. L'idée que Joël puisse être envoyé au Cameroun avant qu'il ne réussisse à l'atteindre les pousse à accélérer. Cette fois, ils tiennent une piste concrète, et ils savent qu'ils ne peuvent pas se permettre de la laisser refroidir. Pendant ce temps, Tamara prépare précisément ce départ. Elle doit faire sortir Joël de l'hôtel discrètement, sans attirer l'attention. La jeune femme ne peut évidemment pas traverser librement le hall si elle est recherchée. Tamara improvise alors une solution radicale, dissimuler Joël dans un porte-bagages afin de l'extraire des lieux sans être repéré. Joël se retrouve ainsi cachée, transportée comme si elle n'était plus qu'un objet qu'il fallait déplacer avant le vol du soir. Cette image résume brutalement la situation dans laquelle elle est enfermée. Elle n'a plus réellement le contrôle sur ce qui lui arrive. Tout dépend désormais de la capacité de Tamara à quitter l'hôtel avant l'arrivée de Patrick et Babette. Mais précisément, Patrick et Babette approchent. Le stylo oublié chez Isaac leur a offert le fil dont ils avaient besoin. Après avoir survécu à un piège destiné à les neutraliser, ils reviennent au cœur de l'action avec une détermination presque intacte. Ils savent que s'il arrive quelques minutes trop tard, Joël peut disparaître et toute l'affaire prendre une tournure encore plus dangereuse. À cet instant, les trajectoires convergent enfin. Tamara tente de gagner la sortie avec Joël caché dans le porte-bagages, tandis que Patrick et Babette arrivent à l'hôtel. Le temps de l'enquête s'efface devant celui de l'intervention. Tout va désormais se jouer dans quelques gestes, quelques regards et une confrontation que personne ne pourra plus éviter. À l'hôtel, Tamara sait qu'elle n'a plus beaucoup de marge. Le vol prévu pour Joël approche, et tout retard peut compromettre la fuite. Elle pousse le porte-bagages avec une apparente maîtrise, cherchant à conserver une attitude suffisamment naturelle pour ne pas attirer l'attention. Pourtant, derrière cette façade, chaque seconde devient une menace supplémentaire. Joël, dissimulée à l'intérieur, se retrouve entièrement dépendante de la volonté de Tamara. Quelques heures plus tôt, Isaac l'examinait encore comme une patiente devant partir au Cameroun. Désormais, elle est cachée dans un dispositif destiné à la faire sortir discrètement de l'hôtel. Cette transformation brutale révèle combien sa liberté s'est réduite à presque rien. Patrick et Babette arrivent précisément au moment où le plan de Tamara entre dans sa phase décisive. La fatigue de leur enfermement est toujours présente, mais elle est repoussée derrière l'urgence. Ils savent désormais que Joël doit quitter Marseille le soir même. La moindre hésitation pourrait permettre à Tamara de disparaître avec elle avant qu'ils comprennent ce qui s'est réellement passé. Patrick observe rapidement la situation et comprend que quelque chose ne va pas. Tamara n'est pas là par hasard, et le porte-bagages qu'elle déplace prend immédiatement une importance particulière. Tout ce qui s'est accumulé depuis le début de l'affaire converge vers cette scène. Il n'est plus question de surveiller ou d'attendre, il faut intervenir avant qu'elle atteigne la sortie. Tamara tente encore de poursuivre son mouvement, mais Patrick l'arrête. La confrontation bascule en quelques instants. Celle qui semblait jusque-là toujours capable d'anticiper les mouvements de ses adversaires se retrouve cette fois prise au piège de sa propre fuite. Patrick ne lui laisse pas l'occasion de gagner davantage de terrain et parvient à la maîtriser. Babette, elle, se précipite vers le porte-bagages. Ce geste est presque instinctif. Après avoir passé de longues minutes enfermée elle-même dans un lieu sans issue, elle sait trop bien ce que signifie être prisonnière d'un espace clos,
dépendre entièrement de quelqu'un d'autre et attendre qu'une porte s'ouvre enfin. Elle cherche immédiatement à atteindre Joël. Lorsque Babette libère Joël, le soulagement est immense. La jeune femme est saine et sauve. Tout s'est joué à très peu de choses. Un stylo oublié, une information donnée par Isaac, quelques minutes gagnées sur Tamara. Sans cette succession de détails, Joël aurait pu quitter Marseille avant que quiconque ne réussisse à comprendre où elle se trouvait. Patrick garde cependant son attention fixée sur Tamara. Son arrestation représente une avancée considérable, mais elle ne suffit pas à effacer les questions ouvertes. Sonia et Franck soupçonnent toujours qu'un agent de la DGSE lui apporte son aide. Si cette hypothèse est exacte, arrêter Tamara ne signifie pas que tous les dangers ont disparu ni que toutes les responsabilités sont établies. Babette regarde Joël avec un mélange de soulagement et d'épuisement. Quelques heures plus tôt, elle-même luttait pour respirer aux côtés de Patrick. Maintenant, elle vient de sortir une autre femme d'un enfermement qui aurait pu se terminer par une disparition hors du pays. Cette succession d'événements ne lui laisse presque aucun temps pour mesurer ce qu'elle vient de traverser. Pendant quelques secondes, pourtant, tout semble pouvoir s'apaiser. Tamara est arrêtée, Joël est libéré, Patrick et Babette ont survécu. Après tant de tensions, le scénario paraît enfin se refermer sur une issue favorable. La menace immédiate s'éloigne, et l'hôtel pourrait presque devenir le lieu où une opération dangereuse trouve enfin sa conclusion. Mais cette impression ne dure pas. Des bruits de pas et une présence soudaine viennent briser ce fragile soulagement. Patrick et Babette n'ont même pas réellement le temps de reprendre leurs esprits. La scène qu'ils viennent de maîtriser va être interprétée par d'autres yeux, sans que ceux qui arrivent disposent nécessairement de toutes les informations. Bauer et Morgan surgissent armés. Leur intervention est immédiate, professionnelle, sans place pour l'ambiguïté. Ils lancent « Police, on ne bouge plus ». En quelques mots, le rapport de force se renverse. Patrick, Babette et les autres comprennent que la situation qui leur semblait réglée vient soudain de se transformer en un immense malentendu. Pour Bauer et Morgan, ce qu'ils découvrent à cet instant ne peut pas être analysé avec le recul dont disposent Patrick et Babette. Ils arrivent dans une scène tendue, après une affaire confuse, où plusieurs personnes ont agi sans soutien clair de leur hiérarchie. La prudence policière prend donc immédiatement le dessus sur les liens personnels ou professionnels. Patrick se retrouve alors dans une position presque absurde. Il vient d'arrêter Tamara après avoir retrouvé Joël, mais il se tient maintenant face à Bauer, son collègue de longue date, sous la menace d'une arme. Tout ce qu'il faudrait expliquer semble trop complexe pour tenir dans les premières secondes d'une intervention où chacun doit d'abord sécuriser les lieux. Babette ressent elle aussi la brutalité de ce retournement. Elle vient de libérer Joël et pensait probablement que le pire était derrière elle. À la place du soulagement attendu, elle se retrouve confrontée à l'ordre sec de ne plus bouger. Le contraste est presque irréel. Après avoir échappé à l'asphyxie, elle pourrait désormais être considérée comme suspecte. Morgan, de son côté, se trouve loin du moment tranquille qu'elle espérait partager avec Baptiste. Quelques heures auparavant, son principal problème semblait être l'impossibilité de trouver du temps pour leur couple. Désormais, elle est armée dans un hôtel, face à Patrick et Babette, plongée au cœur d'une affaire dont les ramifications dépassent largement une intervention ordinaire. Bauer maintient également toute sa vigilance. Son lien ancien avec Patrick ne peut pas effacer ce qu'impose la situation. Lorsqu'un policier entre sur une scène encore instable, il doit d'abord contrôler ce qu'il voit avant d'écouter les explications. Cette logique professionnelle rend le moment encore plus tendu, car Patrick sait parfaitement pourquoi Bauer agit ainsi. Joël, à peine sorti de sa cachette, assiste à ce nouveau bouleversement sans avoir réellement le temps de retrouver ses repères. Elle vient d'échapper au départ forcé vers le Cameroun, mais l'arrivée de policiers armés maintient autour d'elle un climat de danger. Sa sécurité physique est assurée, pourtant la confusion reste entière autour des responsabilités de chacun. Tamara, désormais arrêtée, se retrouve au centre d'une scène qu'elle ne contrôle plus. Pourtant, sa simple présence continue de produire du chaos. Même neutralisée, elle laisse derrière elle assez de zones d'ombre pour que Patrick, Babette, Bauer et Morgan ne puissent pas immédiatement distinguer les alliés des suspects. Son influence semble persister jusque dans le malentendu final. Pendant ce temps, loin de cette intervention, Zoé pense encore à la petite aide que Lucie lui a apportée. Après avoir récupéré l'accès à l'appartement, elle veut la remercier. Elle lui confie donc son double de clés afin que Lucie puisse le déposer dans la boîte prévue à cet effet, une précaution simple après leur mésaventure. Zoé propose ensuite à Lucie de faire un tour en scooter. L'idée amuse immédiatement la jeune fille, même si elle sait très bien ce que son père penserait d'une telle escapade. Lucie plaisante en affirmant que, si Bauer la voit, ce sera directement la garde à vue.
derrière l'humour, elle connaît parfaitement le tempérament protecteur de son père. Zoé accepte malgré tout de lui faire ce petit plaisir pour la remercier. Cette scène légère contraste presque ironiquement avec ce que Bauer est précisément en train de vivre ailleurs. Tandis que Lucie plaisante sur une éventuelle garde à vue, son père vient réellement de surgir armé face au Neubou, persuadé qu'il doit sécuriser une situation devenue incompréhensible. À l'hôtel, le temps semble soudain suspendu. Bauer et Morgan tiennent toujours leurs armes, Patrick et Babette restent immobiles, et Joël tente encore de comprendre comment sa fuite forcée vient de s'achever. Personne n'a réellement eu le temps de respirer depuis l'arrestation de Tamara. Chaque regard cherche désormais à identifier qui maîtrise encore la situation. Patrick connaît suffisamment Bauer pour savoir qu'un geste trop rapide serait une erreur. Il comprend parfaitement le réflexe de son collègue, même si l'ironie du moment lui échappe difficilement. Après avoir été enfermé, menacé d'asphyxie puis avoir intercepté Tamara, le voilà obligé de se comporter comme un suspect devant un homme avec qui il a partagé tant d'interventions. Babette garde également ses mains visibles. Son visage trahit une fatigue profonde, mais elle sait que ce n'est pas le moment de contester brutalement l'ordre donné. Quelques minutes auparavant, elle était penchée sur Joël pour la sortir du porte-bagages. Désormais, elle doit accepter que cette même scène puisse être interprétée de manière totalement différente par les policiers qui viennent d'arriver. Morgan, elle, observe avec attention chaque personne présente. Son intervention n'a rien à voir avec les instants plus légers qu'elle espérait partager avec Baptiste. Le contraste est saisissant. Le quotidien personnel qui lui échappait déjà se retrouve brutalement remplacé par une situation où une mauvaise lecture, un mouvement mal compris ou une parole trop précipitée pourrait aggraver encore le malentendu. Bauer maintient son ordre, cherchant avant tout à sécuriser les lieux. Dans son esprit, les liens familiaux ou professionnels ne peuvent pas passer avant la procédure. Patrick et Babette sont des visages connus, mais le contexte est suffisamment confus pour imposer une vigilance maximale. Et précisément, cette distance professionnelle rend la scène beaucoup plus tendue qu'une confrontation avec de parfaits inconnus. Joël, encore bouleversée, devient malgré elle l'élément central qui peut éclaircir ce qui vient de se produire. Sa présence hors du porte-bagages montre déjà qu'elle a été retenue ou transportée clandestinement. Pourtant, dans l'instant, rien n'est assez simple pour dissiper immédiatement les soupçons. Le chaos des dernières heures a mélangé sauvetage, infiltration, fuite et intervention policière. Tamara, neutralisée par Patrick, ne possède plus la maîtrise physique de la situation. Néanmoins, les conséquences de ses actes continuent à désorganiser tout le monde autour d'elle. Elle a réussi à créer un environnement où les informations circulent mal, où la hiérarchie semble défaillante et où même des policiers expérimentés peuvent se retrouver face à face sans partager la même version des événements. C'est précisément cette dimension qui rend les soupçons de Sonia et Franck encore plus inquiétants. Si un agent de la DGSE aide réellement Tamara, les incompréhensions qui se multiplient ne sont peut-être pas seulement le fruit du hasard. La rupture avec leur hiérarchie et les obstacles rencontrés prennent alors une couleur beaucoup plus sombre, comme si quelqu'un cherchait méthodiquement à brouiller les pistes. Franck repense forcément à la manière dont lui et Sonia ont dû intervenir pour sauver Patrick et Babette. Les portes étaient condamnées, le gaz menaçait de les tuer et aucune aide officielle n'était venue résoudre la situation. Cette absence de soutien ne ressemble plus à une simple défaillance. Elle renforce l'idée qu'ils ne peuvent désormais faire confiance qu'à un cercle extrêmement limité. Sonia partage cette prudence. Toute erreur dans le choix d'un interlocuteur pourrait permettre à l'éventuel complice de Tamara de reprendre l'avantage. L'arrestation de cette dernière constitue une victoire importante, mais elle ne détruit pas automatiquement le réseau qui l'entoure. Pour Sonia, le vrai danger réside peut-être désormais moins dans Tamara elle-même que dans ceux qui pourraient encore la protéger. Pendant ce temps, Isaac ignore encore combien son simple souvenir d'un stylo a changé le cours de l'affaire. Son examen de Joël n'avait, au départ, rien d'une opération policière. Il avait constaté une légère arythmie, envisagé l'effet du stress puis signé l'attestation demandée. Pourtant, le détail laissé derrière elle est devenu l'élément permettant de retrouver l'hôtel. Cette chaîne d'événements montre combien la libération de Joël s'est jouée à peu de choses. Si Isaac n'avait pas remarqué le stylo, si Patrick et Babette avaient attendu davantage, ou si Tamara avait quitté l'hôtel quelques minutes plus tôt, la jeune femme aurait pu être emmenée vers son vol. Le soulagement actuel repose sur une succession de décisions prises dans l'urgence. À l'extérieur de cette intrigue, Baptiste continue de réfléchir à la place qu'il doit laisser à Mathis. L'autoriser à rentrer seul de l'école représente pour lui davantage qu'un simple trajet. C'est une façon de reconnaître que l'enfant grandit,
mais aussi d'alléger un quotidien devenu difficile à concilier avec sa relation avec Morgan et ses autres responsabilités. Thomas, malgré les explications, reste inquiet. Son instinct lui souffle qu'un enfant seul peut rencontrer n'importe quel problème. Il ne remet pas nécessairement en cause la capacité de Matisse, mais il pense aux imprévus, aux mauvaises rencontres, à toutes ces situations impossibles à anticiper. Sa prudence s'oppose donc naturellement au désir de Baptiste d'accorder davantage de liberté. Matisse, de son côté, ne voit pratiquement que l'avantage. La comparaison avec Lucas lui donne même l'impression d'accéder enfin à une autonomie qu'il attendait. Pouvoir rentrer seul jusqu'au Mistral devient une preuve de maturité. Là où Thomas imagine les dangers possibles, Matisse imagine surtout la fierté de marcher sans adulte à ses côtés. Baptiste espère aussi que ce changement lui permettra de retrouver quelques espaces personnels. Sa relation avec Morgan en a besoin. Leurs emplois du temps se croisent mal, les obligations familiales s'accumulent, et les moments qu'ils pourraient consacrer uniquement à leur couple deviennent rares. Donner plus d'autonomie à Matisse répond donc aussi à cette volonté de préserver un équilibre fragile. Mais Morgan est précisément loin de Baptiste au moment où celui-ci espère retrouver plus de disponibilité. Elle se tient dans cet hôtel, arme à la main, face à Patrick et Babette. Leur quotidien a encore une fois décidé pour eux. Leur difficulté à se réserver un moment n'est pas seulement une question d'organisation, leurs responsabilités peuvent surgir brutalement et tout interrompre. Dans le même temps, Zoé veut simplement remercier Lucie pour l'aide reçue lorsqu'elle s'est retrouvée enfermée dehors. Elle lui confie son double de clés pour qu'il soit placé dans la boîte, évitant ainsi de revivre la même mésaventure. Ce petit geste pratique traduit aussi la complicité spontanée qui s'est créée entre les deux jeunes filles. Puis Zoé lui propose un tour en scooter. Lucie hésite avec humour et évoque immédiatement la réaction de son père. Si Bauer la voyait, plaisante-t-elle, elle finirait directement en garde à vue. La formule fait sourire, tant elle exagère volontairement la sévérité paternelle. Pourtant, au même moment, Bauer est effectivement occupé par une véritable intervention policière. Zoé insiste surtout parce qu'elle veut lui faire plaisir. Après la radio qui lui a permis de rouvrir la porte et de rejoindre Harry, elle considère cette balade comme une manière simple de rendre l'appareil. L'épisode alterne ainsi entre une menace extrêmement sérieuse et des instants plus légers, sans que les personnages concernés sachent ce que les autres traversent. À l'hôtel, cependant, le malentendu reste entier. Bauer et Morgan ne peuvent pas encore simplement ranger leurs armes et considérer l'affaire terminée. Patrick et Babette doivent pouvoir expliquer pourquoi ils sont là, comment Tamara a été arrêtée et pourquoi Joël se trouvait caché dans un porte-bagages. Chaque élément semble invraisemblable lorsqu'il est isolé du contexte. Patrick sait que les faits finiront par parler en leur faveur. Joël est vivante, Tamara est maîtrisée et les circonstances de la fuite peuvent être reconstituées. Mais ce qu'il ressent à cet instant dépasse la simple frustration. Après avoir risqué sa vie pour parvenir jusque-là, il découvre qu'une dernière épreuve l'attend encore, convaincre ses propres collègues. Babette, elle, mesure surtout l'absurdité de cette journée. Elle a été enfermée avec Patrick, a senti ses forces l'abandonner, a été sauvée par Sonia et Franck, puis s'est lancée à la recherche de Joël avant de la libérer. Et maintenant, alors que tout semblait enfin revenir à l'ordre, une nouvelle menace apparaît sous la forme d'un terrible malentendu. Le regard de Bauer reste fixé sur eux. Celui de Morgan également. Les Neubou sont peut-être sur le point d'être arrêtés alors qu'ils viennent précisément de sauver Joël. Dans cette scène où personne ne dispose encore de toutes les informations, la vérité semble presque aussi difficile à atteindre que la jeune femme quelques heures plus tôt. Le face-à-face à l'hôtel concentre désormais toutes les tensions accumulées depuis le début de cette affaire. Patrick et Babette viennent de sauver Joël, Tamara est enfin arrêtée, mais Bauer et Morgan ne peuvent pas encore se fier aux apparences. Leur arrivée armée transforme ce qui ressemblait à une conclusion heureuse en une scène où chacun doit immédiatement prouver sa place. Patrick garde son calme malgré l'épuisement qui marque son visage. Il connaît trop bien le fonctionnement d'une intervention pour reprocher à Bauer son attitude. Quand une scène n'est pas sécurisée et que les responsabilités restent confuses, le moindre geste peut être interprété comme une menace. Il choisit donc de ne pas précipiter les choses, même si cette prudence lui coûte énormément. Babette, elle, éprouve une lassitude presque irréelle. Elle pensait avoir connu le pire lorsqu'elle manquait d'air aux côtés de Patrick, prisonnière de cette pièce dont toutes les issues avaient été condamnées. Elle imaginait ensuite que retrouver Joël permettrait enfin de refermer cette parenthèse. Mais la journée semble refuser de lui offrir le moindre véritable répit. Face à eux, Morgan reste concentrée. Elle ne peut pas se permettre de laisser ses relations avec les personnes présentes influencer son jugement. Dans cet instant précis,
Patrick n'est pas simplement un collègue expérimenté et Babette une connaissance proche du commissariat. Ils sont deux personnes présentes sur une scène complexe, au milieu d'une arrestation encore difficile à comprendre. Bauer se trouve dans la même position. Son histoire professionnelle avec Patrick est longue, faite de confiance, d'interventions partagées et de situations où ils ont dû compter l'un sur l'autre. Pourtant, cette proximité rend presque le moment plus inconfortable. Il doit rester policier avant d'être collègue, même lorsqu'il voit devant lui un homme qu'il connaît parfaitement. Joël, de son côté, porte sur son visage les traces d'une épreuve beaucoup plus silencieuse. Elle vient d'être sortie du porte-bagages dans lequel Tamara comptait la faire quitter discrètement l'hôtel. Elle devait prendre un vol le soir même pour le Cameroun. Quelques minutes supplémentaires auraient pu suffire à la rendre inaccessible à ceux qui la recherchaient. La présence de Joël finit toutefois par donner un sens à ce que Bauer et Morgan découvrent. Babette ne se tient pas près d'elle pour la menacer, mais parce qu'elle vient de la libérer. Patrick ne retient pas Tamara pour l'aider, mais parce qu'il vient de l'arrêter. Les apparences commencent progressivement à retrouver leur véritable signification. Cette clarification n'efface cependant pas les zones d'ombre laissées par toute l'opération. Pourquoi Patrick et Babette ont-ils été enfermés dans un piège mortel? Pourquoi Sonia et Franck ont-ils été abandonnés par leur hiérarchie? Et surtout, pourquoi tout semble-t-il indiquer qu'une personne appartenant à la DGSE pourrait avoir facilité les actions de Tamara? Sonia et Franck savent que cette question reste désormais la plus explosive. Sauver Patrick et Babette n'a pas résolu le problème. Retrouver Joël non plus. Même l'arrestation de Tamara ne suffit pas à leur rendre confiance dans le dispositif officiel. Si leur hypothèse est correcte, quelqu'un possède encore une position suffisamment sensible pour avoir accès à des informations cruciales. Le danger change alors de forme. Tamara n'est plus libre de se déplacer comme auparavant, mais la possibilité d'un complice interne empêche tout sentiment de victoire complète. L'affaire ne se réduit plus à une fuite ou à une mule qu'il fallait retrouver. Elle touche désormais à la confiance elle-même, celle qui permet normalement aux agents de savoir que leur propre service les protège. Patrick ne peut ignorer cette dimension. Son expérience lui a appris que les menaces les plus visibles ne sont pas toujours les plus dangereuses. Tamara pouvait être suivie, localisée et arrêtée. Un agent agissant dans l'ombre, au contraire, peut détourner les informations, retarder des interventions ou avertir ceux que les enquêteurs cherchent à surprendre. Cette idée pèse lourdement sur la suite. Babette ressent surtout le contre-coup humain de toute cette violence. Elle n'est pas sortie indemne émotionnellement de l'enfermement. Sentir son corps s'affaiblir alors qu'aucune porte ne s'ouvrait lui a rappelé brutalement que cette mission dépassait largement ce qu'elle pouvait contrôler. Pourtant, lorsqu'il a fallu sauver Joël, elle n'a pas hésité à reprendre immédiatement le risque. Cette détermination explique aussi pourquoi la libération de Joël représente bien plus qu'une simple réussite opérationnelle. Babette a été elle-même prisonnière quelques heures auparavant. La voir ouvrir le porte-bagages dans lequel Joël avait été dissimulé crée un écho presque cruel entre leurs deux situations. L'une vient de sortir l'autre de l'enfermement après avoir elle-même échappé de justesse au sien. Pendant ce temps, dans une toute autre ambiance, Mathis savoure déjà l'idée de sa nouvelle liberté. Baptiste lui permet désormais de rentrer seul de l'école jusqu'au Mistral, et pour lui, cette décision symbolise clairement qu'il grandit. Il pense à Lucas, qui peut déjà faire ce trajet sans accompagnement, et se réjouit de pouvoir enfin bénéficier du même privilège. Thomas continue pourtant d'y voir une prise de risque inutile. Son inquiétude n'est pas dirigée contre Mathis, mais contre ce qui peut arriver sur un trajet que l'on croit parfaitement banal. Une mauvaise rencontre suffit parfois à transformer quelques minutes ordinaires en problèmes sérieux. Il ne peut donc pas partager totalement l'enthousiasme de Baptiste face à cette nouvelle autonomie. Pour Baptiste, cependant, cette décision répond à plusieurs besoins. Mathis doit apprendre à se débrouiller, mais lui-même doit également retrouver un peu d'espace pour souffler. Sa relation avec Morgan manque déjà cruellement de moments simples. Entre le travail, les responsabilités familiales et les imprévus, leur couple semble constamment obligé de se glisser dans les rares interstices laissés par leurs obligations. Ironiquement, au moment où Baptiste cherche précisément à dégager davantage de temps pour Morgan, celle-ci se retrouve plongée dans l'intervention de l'hôtel. Leur quotidien illustre cette difficulté permanente, même lorsqu'ils tentent d'organiser leur vie privée, le travail peut surgir sans prévenir et imposer d'autres priorités. Leur besoin de se retrouver reste donc entier. Zoé et Lucie, elles, profitent d'un moment nettement plus léger. Après la mésaventure de la porte claquée, Zoé prend enfin une précaution supplémentaire en confiant son double de clé à Lucie pour qu'elle le place dans la boîte. L'épisode aurait pu devenir beaucoup plus stressant puisqu'Harry se trouvait seul à l'intérieur, mais la radio a finalement permis de débloquer la situation. Reconnaissante,
Zoé propose ensuite à Lucy une balade en scooter. La jeune fille pense immédiatement à Bauer et plaisante sur la sanction qu'il lui infligerait s'il la surprenait. Pour elle, ce serait presque la garde à vue directement. La remarque prend une saveur particulière lorsque l'on sait qu'au même moment son père intervient réellement arme au poing dans une affaire bien plus sérieuse. Zoé choisit malgré tout de lui faire ce plaisir. Ce petit tour devient simplement une manière de remercier Lucy pour son aide. Après tant de menaces, de secrets et d'interventions, cette scène rappelle que Marseille continue également à vivre au rythme de ses gestes ordinaires, de ses complicités spontanées et de ses petits risques qui paraissent immenses uniquement à l'échelle familiale. À l'hôtel, l'urgence finit par retomber suffisamment pour que la réalité s'impose. Tamara a été arrêtée. Joël est saine et sauve. Patrick et Babette ne sont pas les criminels que la scène pouvait laisser imaginer dans les premières secondes. Bauer et Morgan sont arrivés au pire moment possible, celui où un sauvetage pouvait encore ressembler extérieurement à une opération suspecte. Le malentendu demeure néanmoins l'image la plus forte de cette fin d'épisode. Patrick et Babette ont traversé une journée entière à lutter contre des dangers invisibles, puis contre Tamara, avant de se retrouver finalement dans le viseur de leurs propres collègues. Tout semblait enfin terminé, et pourtant quelques secondes ont suffi pour remettre leur liberté elle-même en question. Bauer et Morgan surgissant armés, criant « Police, on ne bouge plus », cristallisent ainsi toute l'ironie de la situation. Les Nebous ont évité l'asphyxie, retrouvé Joël et arrêté Tamara, mais leur victoire ressemble, pendant un bref instant, à une scène de crime. Ils doivent maintenant laisser les faits remettre chacun à sa véritable place. Derrière cette confusion, une inquiétude plus profonde demeure pourtant intacte. Tamara est neutralisée, mais le soupçon d'un complice au sein de la DGSE continue de planer. Sonia et Franck ont été abandonnés par leur hiérarchie, et personne ne peut encore déterminer jusqu'où cette infiltration éventuelle s'étend. Le danger visible recule, tandis qu'un autre, plus discret, reste entièrement ouvert. Patrick et Babette peuvent donc mesurer l'ampleur de ce qu'ils viennent de traverser sans considérer l'affaire comme définitivement close. Leur survie s'est jouée à quelques minutes, celle de Joël également. Et alors que Bauer et Morgan abaissent progressivement la tension autour d'eux, une certitude s'impose, quelqu'un, quelque part, pourrait encore protéger les intérêts que Tamara défendait. Le soulagement existe néanmoins. Joël ne prendra pas ce vol sous la contrainte. Elle ne disparaîtra pas cachée dans un porte-bagages. Babette et Patrick sont vivants. Franck et Sonia sont arrivés à temps. Malgré les erreurs, les pièges et les malentendus, ceux qui étaient menacés ont survécu. Pour cette journée au moins, quelques secondes gagnées ont fait toute la différence.